Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce débat à faire croiser. Je vous le disais à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden. Eh bien, ce matin, ce vendredi, j'allais dire, nous revenons sur l'usage du glyphosate. Vous l'avez suivi il y a quelques semaines, la sortie de l'autorité en charge de l'agriculture, du ministre de l'Agriculture, bien à propos de ce débat pour rassurer quelque peu les citoyens sur l'usage et les commentaires et les critiques des spécialistes des questions de l'environnement sur l'usage du glyphosate. Et avant, je dirais, l'actualité du glyphosate au Bénin, eh bien avant cette actualité, déjà un jardinier a secoué, je dirais, presque la Maison-Blanche, sinon les différentes instances juridiques aux États-Unis. Et en France, il y a plusieurs dizaines de plaintes toujours contre l'usage de cet herbicide. Mais au Bénin, on en a parlé. Mais a-t-on fait le vrai débat sur le glyphosate? Que retenir de l'usage de cet herbicide? Est-il à proscrire? Sinon, comment en faire usage? On fera le débat ce matin, comme je vous l'ai dit, avec monsieur Clément Coton. Il est spécialiste des questions environnementales. Il est de l'unité de protection de l'environnement. Il aura face à lui Corneille Haïssé, le chef desk environnement, Diaspora FM, Eden Télévision. Bonjour à nouveau Corneille, puisque vous y étiez déjà. Loris, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur Coton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de la disponibilité. Merci. Puisque ce n'était pas gagné d'avance. Vous avez promis, vous y êtes. Merci franchement pour la disponibilité, pour faire ce débat, pour essayer d'éclairer quelque peu la lanterne des citoyens béninois sur l'usage, sur la dangerosité ou non de cet herbicide qu'est le glyphosate. Corneille Haïssé, nous y sommes. Monsieur Coton, merci d'avoir quand même accepté l'invitation parce qu'on a eu des difficultés à voir des personnalités ou des personnes ressources sur cette émission. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ça? Le fait que les gens se retiennent beaucoup à participer à ce débat? Non, bon, écoutez... Surtout quand c'est un sujet sensible et délicat. Non, je crois que moi, je suppose que c'est dû au programme de tout un chacun, de leur non-disponibilité. Pas seulement. Maintenant, parce que... Pas seulement. Non, monsieur le journaliste, je crois que c'est nous qui rendons en réalité les sujets tabous. C'est nous qui les rendons. Il y a des sujets qui sont des sujets simples, le glyphosate, bon, on en parle un peu partout, c'est des sujets. C'est pas si simple. Et non, c'est simple à partir du moment où nous disons la vérité. Point final. Les gens ne veulent on arrive à dire cette vérité. Oui, si on veut échapper ou bien si on veut éviter des vérités, bon, vous n'êtes certainement pas disponible. Le glyphosate, c'est quoi, selon vous? Je pose une question très simple. Justement, mais est-ce que dans tout ce débat-là, puisque quand l'affaire, il y a eu la condamnation de Monsanto aux États-Unis, tout le débat qui a eu la sortie du ministre, et puis le collectif Stop Pesticides également, qui est sorti aussi, vous estimez quand même que la vérité a été dite? Mais pour moi, une partie de la vérité a été... Bon, on a essayé d'apporter des éléments de réponse. Mais moi, le point fondamental, pour moi, c'est que le glyphosate, c'est quoi? Dites-moi, selon vous, c'est quoi? C'est des herbicides. Quand vous utilisez le glyphosate, vous êtes dans un système de saclage chimique. Tout simplement. Et pourquoi ça? Dans les pays, que ce soit en Europe, que ce soit au Bénin ou en Afrique, c'est le manque de main-d'œuvre pour sacler nos champs. Il y a 30 ans en arrière, parce qu'il faut que nous prenions le débat de là, il y a 30 ans en arrière, quand nos parents faisaient du coton, toute la famille allait au champ avec nos parents pour sacler. Tous les enfants. Tous les enfants, c'est-à-dire, on se lève à 5 heures du matin, on va directement au champ et on sacle le champ de coton avec nos parents. On convertissait tout le monde en main-d'œuvre. Voilà, il y avait la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, vous en avez plus nulle part. Soit les enfants ont grandi, ils sont allés à l'école, ils sont tous des intellos. Soit il y a l'immigration vers la ville pour faire des émigrants. Et du coup, pour sacler nos champs de coton, de maïs, de sorgho,
on se retrouve en pénurie de main-d'œuvre. Et Monsanto étant dans sa dynamique, dans sa réflexion de business, a mis le glyphosate sur le marché pour tuer les mauvaises herbes. Tout simplement, c'est ça. Et si on n'était pas dans cette situation de main-d'œuvre et autres, d'immigration des bras valides de nos campagnes pour les villes, le glyphosate n'existerait jamais. Mais est-ce que c'était la meilleure alternative en ce moment, puisque vous remontiez mais oui, écoutez. Monsanto aurait pu faire le choix des tracteurs. Mais Monsanto, je vous dis, chacun est dans son rôle. Vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle de poser des questions à M. Kotan. Ça, c'est votre rôle. Mais Monsanto est dans la logique de business. Il faut que nous soyons objectifs. De faire des entrées. De faire des entrées. Maintenant, quand on sort de là, Monsanto fait ça. Il met ça sur le marché. Tout le monde achète. Vous voyez, on vous dit, pour essayer de tuer les mauvaises herbes ou bien de sacler un champ de 2 hectares. Je vous dis bien 2 hectares, il faut utiliser 2 litres de glyphosate. Seulement. Seulement. C'est ça que le Bénin utilise aujourd'hui. Wow. 2 litres de glyphosate. Alors, quand vous faites face à ça, et c'est moins cher en réalité. Et les gens font face à ça. Mais le problème de fond, où le débat est, c'est que le produit est dangereux, on ne peut pas douter de ça. Mais cancérogène, le débat devient un débat compliqué, pour plusieurs raisons. Il y a un centre international de recherche sur le cancer à Lyon qui a dit probable dangereux. Il y a l'Agence européenne de sécurité alimentaire, probable dangereuse. Probable cancérogène. C'est-à-dire, ils n'ont pas affirmé ce n'est pas certifié. Ils n'ont pas certifié. L'OMS aussi fait des études, ils n'ont pas certifié. On se retrouve dans mais un par doute. rapport à la toxicité du produit, l'OMS l'a classé en 3e position. Oui, produits, à peu près. Là aussi, peu dangereux. Là aussi, le doute demeure. Oui, mais aujourd'hui, ce qui fonde le doute, justement, c'est que la firme Monsanto a été accusée d'avoir caché des résultats sur la nuisance du produit. Oui, mais d'avoir payé des scientifiques. Vous avez vu cette vidéo qui a circulé en 2017? Oui, mais ce qui se passe, vous voulez qu'un businessman vous dise la vérité? Comment il va faire ses recettes? Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Ce qui me préoccupe, c'est les études que les scientifiques nous ont présentées aujourd'hui. 3 scientifiques, 3 laboratoires de renommée internationale. On dit probable cancérogène. Donc, il y a ce n'est pas sûr, ce n'est pas certifié, monsieur le journaliste. Alors, quand on fait face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans une difficulté on change des portes de sortie. Et on me dit, un pays comme le nôtre, on a quand même plein de scientifiques dans le pays. Les résultats de ces 3 laboratoires confortent en quelque sorte, sinon entretiennent le doute. Oui, c'est ça le problème, ils entretiennent le doute. Et c'est ça qui fait très mal aujourd'hui. Et maintenant, moi, je vais plus loin, je dis, bon, alors, qu'est-ce que ça coûte à un État comme nous de financer les scientifiques? On a des scientifiques locaux. Nos scientifiques au Bénin, l'État, il met des moyens parce que le coton, ça rapporte pas mal de divises à notre nation. Ah oui. Ah non, le coton fait partie de... C'est-à-dire, notre entrée de ressources beaucoup passe par le coton. Donc, à partir du moment que la situation se présente comme ça, on demande à nos scientifiques locaux, on met les mains à leur disposition et qu'ils commencent les richesses. Est-ce que ce n'est pas plus indiqué qu'on reste dans un doute où on dit les autres disent... Qui consiste à consommer le fruit des travaux, des recherches des autres. Que les scientifiques attendent aussi l'État, forcément, avant de commencer à travailler sur ça, puisque nous avons des laboratoires dans le pays, dans les universités. Non, attention, les laboratoires que nous avons, honnêtement, ils sont en train de faire des efforts. Les scientifiques que nous avons, quand vous discutez avec eux individuellement, vous sentez qu'ils ont la volonté d'aider notre pays. De s'y investir.
de s'investir, mais ils sont limités par les moyens, par le financement. Donc, l'État doit trouver la rubrique de financement de recherche, parce que quand nous voyons la quantité de glyphosate qui rentre dans ce pays, quand nous voyons l'importance du glyphosate pour notre agriculture, surtout pour la culture du coton qui nous ramène des devises, nous devons dire, il faut peut-être donner les moyens. Il faut essayer de donner les moyens. C'est pas évident pour le budget d'un État comme le nôtre. C'est comme tous les pays de l'Afrique en général, pour ne pas dire l'Afrique de l'Ouest. C'est compliqué. Mais il faut que nous commençons par nous inscrire dans cette logique-là et relever le défi. C'est une belle proposition, M. Cotan. Mais il y a aussi le risque de subir des influences de ces lobbies, de ces grosses démocraties. Quand le Bénin, comme vous le suggériez tantôt, viendra à se lancer dans cette recherche et à émettre des doutes sur les résultats de ces grandes instances, de ces grands laboratoires, est-ce qu'on laisserait? Est-ce que ces nations laisseraient main libre aux scientifiques béninois de prospérer? Ils auront toutes les pressions du monde. Ils ont toutes les... La vie est ainsi faite. Moi, je crois que mais généralement, on succombe rapidement. Mais non, vous avez vu, non, moi, je dis... Au Brésil, vous avez vu comment le Bénin succombe à la pression du Japon. On aime son pays. À des moments donnés, on tient le coup. Moi, ça me fait 20 ans de combat dans l'environnement. J'ai vu des hauts et des bas. C'est pratiquement... C'est difficile de le dire. Avant de vous parler de glyphosate, depuis que vous avez commencé, moi, je n'ai pas fait une sortie publique, je n'ai rien dit. Parce que je passais mon temps à sillonner notre pays pour voir comment ça s'utilise, quelles sont les préoccupations des populations, qu'est-ce qui se passe. Tout récemment, on a même fait une tournée avec le ministre en charge de la direction générale de l'environnement et du climat pour sensibiliser, au mois de septembre, pour sensibiliser les populations à l'utilisation du glyphosate. Il faut qu'ils se protègent. Donc, ça veut dire quoi? Il faut aller plus loin. Mais tout ce que nous disons là, mais le débat est encore ailleurs. Vous savez pourquoi? Regardez cette histoire. Vous voyez ici, là, ça va vous faire rigoler. Voilà. Regardez à votre droite ici, là. C'est une bouteille de glyphosate qui est en train de... C'est un fabricant d'attente, comme on dit, de l'alcool chez nous, qui est en train de prendre du glyphosate. Au milieu... toutes mes excuses. Au milieu... On recueille les attentes dans, dans les flacons. Au milieu, c'est de l'huile rouge ou du sel qui est à côté de... Et dernière photo, vous voyez très bien. Passez-moi. Et dernière photo, vous voyez très bien, ici, là, là. Un parent qui donne à boire à un enfant dans un bouchon de glyphosate. Ça veut dire quoi? Le combat que nous menons est encore loin, c'est sur le terrain. Les contenants de glyphosate, nous devons comment? Et c'est là où le peuple a commencé par agir. Ramasser ces contenants-là, les détruire. C'est-à-dire les envoyer dans des centres de destruction. Mais quand vous les prenez, soit chez les agriculteurs, il faut essayer de les percer en même temps pour ne pas leur permettre de... Leurs femmes, des fois, soit elles utilisent les femmes des agriculteurs, soit elles envoient ça aux revendeurs de bouteilles. Parce que c'est tout un autre commerce. Et c'est tout un autre commerce. Alors que quand vous prenez ces bouteilles de glyphosate, ça devient en réalité des déchets. Et conformément à la loi sur l'environnement, en son article 67, qui dit déjà de traiter les déchets de la meilleure manière possible. Il y a un décret sur les déchets en République du Bénin. Donc, déjà, nous avons un problème d'assistance à nos parents sur ces contenants de glyphosate qui se baladent un peu partout. Voilà qui justifie, ce retour sur ce sujet, sur cette problématique, parce qu'il y avait des non-dits. Mais M. Contant, vous avez cité ces cadres juridiques, ces lois et tout. Avant l'entrée du produit sur le territoire national, il y a des processus d'homologation, l'entreprise qui va apporter tout. Mais comment peut-on quand même s'engager, faire ce type de transaction d'un produit aussi dangereux sans prévoir en réalité la destruction, le traitement fait des déchets issus de cela? Parce que, avant toute entreprise, on dit qu'il faut une étude d'impact environnemental, il faut prévoir si le plan de gestion, tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut déjà permettre
je crois que... Parce qu'il faut aller au-delà de la sensibilisation. Vous l'avez dit tout à l'heure, on sensibilise, d'accord, c'est dangereux, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur le journaliste, si nous aimons ce pays, jouons notre partition au moment où ça se fait le plus sentir. Il faut une étude d'impact. D'accord avec vous, à 100%. Il faut des approches avant de faire entrer d'accord avec vous à 100%. Mais si en temps vous allez entendre que à tel maillon du système n'a pas joué son rôle, mais en temps vous laissez vos parents sur le terrain dans cette difficulté-là. Le débat aujourd'hui, si nous passons notre temps à voir le maillon qui n'a pas joué son rôle, c'est comme vous au studio, l'élément est là, le cadreur n'a pas ramené à temps l'élément avant que je n'arrive, je suppose. Si vous allez passer votre temps à voir qui n'est pas arrivé à temps, M. Cotin est déjà là, nous allons passer en studio et tout ça, mais nous n'allons pas rattraper le temps. Nous faisons... Justement, mais ça tue quand même parce que il y a souvent des cas d'intoxication et c'est peut-être lié à... Oui, mais bon, disons, au niveau... Je donne un exemple. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Disons qu'au niveau de l'étude d'impact, il devait être recommandé que les déchets soient traités de la main convenablement. Et que l'étude d'impact les dit. Et que sur le terrain, nous n'arrivons pas à cette étape-là. Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas respecté les recommandations de l'étude d'impact que nous allons rester à dire ils n'ont pas respecté, en tant qu'est-ce que vous faites de vos populations? Moi, je pars du principe. Quand on est devant des débats sensibles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des débats sensibles, ayons l'honnêteté intellectuelle de prendre nos responsabilités et de commencer le combat. Quand j'ai fait ces posters-là, on va commencer sur le terrain, on a déjà commencé, mais on va aller plus en profondeur. J'ai eu l'occasion d'échanger avec tous les ministres. J'ai échangé avec le ministre en charge de l'agriculture. Il m'a dit, parfait. J'ai échangé avec le ministre de cadre de vie. C'est idoine ce que vous faites. Merci pour la nation. Moi, ça me suffit. Parce que je me suis dit, nos populations, si nous passons notre temps à mener le débat en WhatsApp, en Facebook, si nous passons notre temps à mener le débat à ce niveau, monsieur le journaliste, celui qui a banni Ouattara et qui donne des comprimés de l'eau à son enfant avec le bouchon du glyphosate, comment voulez-vous lui venir au secours? S'il y a des cas d'intoxication et tout ça là, donc l'urgence, à mon avis, est d'être concret, précis, mais à côté de nos populations. Pour la sensibilisation. Pour la sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à ces emballages? Mais on les ramasse. C'est ça que je suis en train de dire. Vous n'avez pas vu ce qui est mis sur les posters? Oui, on va les collecter et on va les envoyer au centre de destruction. Ça, c'est clair. Est-ce que l'unité de protection de l'environnement pourra tout ramasser? Mais non. Mais le débat... Écoutez, j'ai échangé avec le directeur général de l'environnement et du climat qui dit, vous avez notre soutien total. Le ministre a dit la même chose. Là où vous aurez des difficultés, nous serons toujours là. C'est quand même étonnant, c'est rassurant. Ailleurs c'est l'autorité qui combat ces initiatives. Oui, mais si vous allez attendre, moi, je vous ai dit tout à l'heure, Corneille m'a appelé plusieurs fois au moment où vous avez commencé le débat de glyphosate. Je lui ai dit, je suis sur le terrain. Je vous ai dit ça, Corneille, parce que je cherchais à comprendre. Et c'est en cherchant à comprendre que j'ai vu ça. Et c'est en cherchant à comprendre que j'ai constaté que les agriculteurs qui utilisent le glyphosate, eux-mêmes aujourd'hui, nous demandent des tenues idoines à mettre pour utiliser le glyphosate. Parce que certains n'ont pas de tenue, donc ils le font comme ça. Et tout ça, ça leur revient.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons affaire à tous les niveaux, même vous les journalistes. Depuis que vous avez commencé ce débat de glyphosate, il m'arrive de vous suivre quelques jours, des fois. Mais quand est-ce que quelqu'un vous a parlé des emballages? Je n'ai pas encore vu le débat ouvert sur les emballages. Et voilà des photos. Ça veut dire quoi? Le glyphosate est dangereux. Ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas y revenir. Cancérogène, probable. Mais à quelle hauteur, on ne saura dire. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais D'accord. au-delà de tout ça, que faites-vous de vos populations? Il faudra, les contenants. il faudra poursuivre la sensibilisation. Il faut suivre la sensibilisation. Il faut collecter. Il faut que tout le monde s'y mêle. Et à l'allure où ça va, j'ai trouvé 2 ministres de la République très intéressés, très préoccupés. Le ministre en charge de l'agriculture m'a dit, d'habitude, nous leur disons de percer aussitôt la bouteille de glyphosate après avoir utilisé. Donc ça veut dire qu'ils veulent rendre inutilisable pour qu'on ne fait pas ce qui est sur le poster là. Encore que le plastique percé peut être réparé. Tout à fait, tout Oh, à fait. c'est- non, Et même- ça veut dire quelques même secondes. abandonner en nature, ça peut créer aussi Voilà. des bon, problèmes. oui, donc Ça, d'autres c'est pas des problèmes. Et moi, je solutions. dis, oui, monsieur le ministre, votre approche est fantastique. Mais vous n'êtes plus là. Vos cadres ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. Donc, c'est pourquoi votre approche, moi, je complète en disant, on les ramasse. Il faudrait penser au recyclage, Au recyclage, ramasser non, systématiquement. systématiquement. Créer une filière de récupération de ces bouteilles de glyphosate. Et maintenant, ça va se passer. Il faut que ceux qui les importent, ceux qui les mettent à la disposition des populations aussi, s'y impliquent. Parce que quand vous avez un déchet, conformément au texte de la République, tant que le déchet n'est pas détruit complètement, c'est encore sur la responsabilité de celui qui l'a produit. Aujourd'hui, celui qui produit le glyphosate, c'est Monsanto. D'ailleurs, ils ont été repris par l'Allemand. Bon, et lui, l'Allemand n'aime même pas. De 5% de la production. N'aime même pas dans cette logique de glyphosate. Bon, c'est encore un autre débat. Entre eux, déjà, l'Allemand qui a repris, et Monsanto n'est pas trop dans cette logique qu'il veut revoir. Mais aujourd'hui, c'est sur leur responsabilité, cette destruction. Parce que c'est eux qui ont produit. Mais comme ils ne sont pas là, ceux qui distribuent, c'est sur leur responsabilité. Il faut que le débat soit ouvert. Et c'est ça, pour moi, le vrai débat du glyphosate. C'est parce que c'est des herbicides. Ça fait du saclage, selon moi, chimique. Quand vous êtes à 2 litres de glyphosate pour 1 hectare, mes chers monsieur, ça veut dire que... Et bizarrement, ça fait le travail que la main-d'œuvre, qui a certainement la main-d'œuvre locale qui a déserté le forum pour l'immigration en ville, pour conduire ZEM, pour toute autre chose, on est obligé de faire. Et si vous voulez, comme le coton fait partie de la vente de coton, nous fait rentrer beaucoup de devises, pour rentrer beaucoup de devises aussi, on en a aussi besoin pour que le coton soit de bonne qualité et autre que vous voyez. Aujourd'hui, quand je suis un peu votre explication, est-ce qu'on peut se passer du glyphosate? Moi, je crois que... Il n'y a pas d'alternative? Non. L'idéal serait qu'on aille vers l'agriculture biologique, l'agriculture sans des insecticides, des pesticides. Mais malheureusement, le problème de main-d'œuvre pour entretenir les champs va toujours se poser. La demande face à la démographie poussée. Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi souvent, quand j'interviens dans certains débats, je dis attention, le débat amène tellement de ramifications. Vous voyez maintenant, on a vu l'immigration en ville qui crée déjà de problèmes. Si les gens étaient restés dans nos villages, on n'aurait pas eu de ces problèmes. Mais si la main-d'œuvre existait réellement, la disponibilité de la main-d'œuvre existait dans nos villages, on ne pourrait jamais avoir ce débat-là.
Ça me rappelle ce projet du général Mathieu Kérékou, quand on parlait du manioc, les sémillants demandaient aux sémillants de retourner. Le projet de conversion. Ouais, donc moi je crois que le débat de glyphosate, nous sommes dans une situation très complexe, qui est que nous n'avons pas dans l'immédiat pour sacler un État, 10 États, 50 États, 100 États, que sais-je encore, nous n'avons, à moins que jusqu'aux dernières recherches, c'est-à-dire on ne sait pas encore si on a les moyens de sacler, de tuer les mauvaises herbes. Pour l'instant, là, non. Donc on se retrouve dans une situation donnée. Donc maintenant, il est simplement souhaitable que le principe de précaution. Vous voulez dire qu'on est contraint au glyphosate? Comment vous voulez faire? Au Nord, j'ai discuté avec des paysans avec qui j'ai fait des heures de discussion. Ils nous ont dit, mais monsieur Contant, merci d'être venu jusqu'à nous. Mais le problème que nous avons, vous voyez cette maison-là, j'ai 3 femmes. Il me reste que 4 petites gosses qui sont encore dans la maison. Tous les autres sont partis. Quelqu'un est parti au Nigeria, quelqu'un à Cotonou, il fait quelqu'un intellectuel. Alors, et je dois cultiver le coton. C'est ça que mon aïeux faisait, mon père a fait. Je dois le faire pour envoyer ceux qui restent à l'école, pour scolariser le reste de mes enfants. Je n'ai personne pour sacler pour moi. C'est pourquoi je vais dans les boutiques témoins pour prendre mes glyphosates. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, vu la situation actuelle, il n'est pas important de faire les choses autrement? C'est-à-dire quoi? Nous connaissons les pôles de développement agricole aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mettre du glyphosate sur toutes nos terres, tel que c'est fait aujourd'hui? Encore que les paysans ne l'utilisent plus seulement pour le coton. Il y en a qui mettent ça sur les légumes et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas mieux de réfléchir autrement, de déterminer d'autres plans? C'est-à-dire quoi? Là où on fait de la production industrielle, on sait que dans ces zones, on utilise du glyphosate, mais dans des zones où c'est juste la culture pour l'alimentation et autres, est-ce que ce n'est pas mieux de savoir faire les choses comme ça, plutôt que de faire de mélange aujourd'hui où les gens ils prennent du glyphosate, ils vont verser partout? Vous revenez au débat. On dirait que vous ne voyez pas le vrai problème crucial. Quoi qu'en soit, les gens de type de culture, de type de produit à cultiver ou à produire, que ce soit l'oignon, le tomate, les tomates, la tomate, et le maïs, l'haricot, le coton, tout ça là. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes qui les empêchent de pousser? Oui. Mais comment les enlever? C'est l'engrenage. C'est-à-dire, c'est l'engrenage où nous devons pouvoir répondre. On n'a pas besoin, c'est même pas un débat gouvernemental en un moment donné, c'est un débat entre nous. Cherchons-nous à comprendre. Parce qu'un paysan m'a dit, mon maïs que je fais là, même mon petit champ de maïs là, je ne peux pas seul sacler. Mes épouses sont fatiguées, elles sont fatiguées. Moi-même, je suis fatigué. C'est pourquoi je mets le glyphosate. Mais quand vous écoutez... Mais il y a l'option de la mécanisation, par exemple. Oui, peut-être ça. Peut-être l'option de la mécanisation. Et quand vous écoutez des gens... Est-ce que c'est pas l'évolution de la science et de la technologie qui font qu'on paraisse aujourd'hui? Puisqu'en quand même, dans nos ancêtres, quand même, avec des façons de... Comme il vient de le dire, votre collègue, comme il vient de le dire, peut-être la mécanisation. Peut-être la mécanisation à l'échelle vraiment là qui peut nous aider. Parce que quand un paysan vous parle comme ça et vous rentrez chez lui avec ses 3 ou 4 cases, il n'a que 4 petits garçons de, je sais pas, 12 ans, 15 ans. Et vous allez mettre ces enfants là, nous sommes dans un état, 2 états. C'est pas possible. Quoi qu'en soit, pourquoi on utilise la glyphosate? Si la glyphosate ne tue que les herbes, de mauvaises herbes comme vous voulez, il n'y a rien d'autre à utiliser, soit la mécanisation, peut-être. Et ça, peut-être nos scientifiques, quand ils vont commencer le vrai débat, parce qu'ils vont faire l'état des lieux de ce qui, à quoi sert la glyphosate. C'est pourquoi quand j'ai commencé par vous parler, j'ai parlé de saclage chimique.
Parce que quand vous voyez ces réalités, vous vous posez la question de savoir, mais c'est quoi cette histoire? Quels seraient les effets Mais il y a aussi sur l'environnement, sur l'organisme, sur la santé? Mais vous posez toutes ces questions-là, mais la question fondamentale, je lui ai dit, sa dernière bouteille de glyphosate est où? Il m'a dit, ah, tiens, depuis que vous êtes venu, je voulais vous servir à boire. Et il me sort une bouteille de glyphosate dans laquelle il a la boisson locale de chez lui. Et il me dit de boire. Je dis non, c'est bon que j'ai pris de l'eau en venant chez lui. Pas parce que je n'avais pas envie de boire avec lui, mais c'est dans la bouteille de glyphosate. Moi, j'ai pas envie de m'empoisonner à petit feu. Mais lui, il vit ça tous les jours. Moi, j'ai évité. Mais lui, il le vit tous les jours. Oui, parce qu'il y a là le déficit de l'information. Alors, oui, mais même si et quand j'ai fini par aborder le point, je dis, mais ça aussi c'est dangereux pour toi, pour ces enfants. Il dit non, c'est avec ça, tous ces enfants vont à l'école, hein, que c'est leur goût, ils leur mettent de l'eau dedans. Dis donc. C'est des réalités. Alors, mais vous avez parlé tout à l'heure de la main-d'œuvre, les gens qui fuient les villages et autres et abandonnent les champs. Mais il y a aussi quand même l'effet conjugué, pas seulement du glyphosate, mais les autres pesticides, les engrais chimiques qu'on utilise, qui, avec le temps, rendent les terres pauvres. Non. Et ça explique aussi l'abandon de ces terres. Quand vous allez, par exemple, vous prenez la zone de Banikouara aujourd'hui, les gens abandonnent beaucoup les champs. Même dans les collines ici, ouais. Mais ça, c'est normal. Ça, là aussi, c'est pourquoi on parlait d'agriculture biologique, je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est contraint à utiliser ces genres d'engrais-là aujourd'hui? Il faut qu'on change une formulation. Et c'est ça qui amène la désertification, vous le savez mieux que moi. Parce que quand la terre est morte ici, les gens lâchent, ils vont ailleurs. Ils lâchent, ils vont ailleurs. C'est impossible. Il y a la GIZ qui a fait des expériences, je crois, dans les collines à Banter ou quelque part où les terres de culture de la d'igname qui ont été laissées depuis quelques années pour, comment on appelle, pour des raisons que les terres sont stériles. Ils sont en train de développer une technique maintenant où on réutilise ces terres-là. Ce qui évite que les populations immigrées continuent d'immigrer. Donc, il y a aussi ce débat-là qu'il faut régler. Ces engrais chimiques qu'on met pour accroître, pour aider la terre et tout ça. Donc, moi, je crois qu'en conclusion, je souhaiterais que nous aidons nos populations déjà à leur récupérer tous ces contenants de choses-là, de bouteilles vides de glyphosate, que nos scientifiques aient les moyens d'approfondir les recherches, tout en sachant, il faut qu'ils comprennent qu'il y aura les pressions, comme vous l'avez dit, la pression des scientifiques sur le plan international, la pression de Monsanto, la pression de tous les lobbies partout. Il faut que l'État mette des moyens à la disposition de ces scientifiques-là. Et il faut aussi que dernière chose, nous accompagnons nos populations à travers des sensibilisations, la récupération systématique de ces bouteilles. Et le reste du débat, nous allons le continuer. Très bien. Corneille Aïssé, oui, il y aura des pressions quand nos scientifiques locaux, les universitaires vont s'y lancer, tenteront peut-être d'émettre des doutes sur les résultats des gros et grands laboratoires internationaux. Et puis il y aura des pressions parce que si à ce jour, sur ce continent, les tradithérapeutes et chercheurs n'ont pas sorti jusque-là, je dirais un médicament fiable contre le sida, ce n'est pas qu'ils en sont incapables. Oui, parce que cela risque de mettre à genoux ou fermer une grosse entreprise que vous savez à l'international, que je me garde de préciser ici. Donc, non, il faut simplement développer la filière de traitement de ces déchets issus du glyphosate. Il n'y a pas que les emballages, puisque on dit que le produit, le végétal mort, il faut chercher des alternatives. Voilà, après le passage, après le traitement du glyphosate, ce végétal mort, avec le temps, 10 jours, 2 semaines, c'est qu'il y a recomposition et que le produit disparaît, ce qui fait qu'il n'y a pas d'action sur le sol et tout, selon les explications du ministre Dossoui en conférence. Mais je crois quand même qu'au-delà de tout ça, il faut développer une filière qui tiendra compte des emballages, des plastiques d'emballage, mais également de tout ce qui a intervenu dans l'utilisation
de ces produits au Bénin de façon plus globale pour épargner à nos populations les problèmes, les ennuis de santé qu'on ne pourra peut-être pas gérer d'ici quelques années si tout ceci devrait, comme une bombe, s'exploser un jour. Voilà un peu ce qu'on peut ajouter. Il ne faudrait pas oublier aussi les alternatives, la mécanisation, j'ai proposé. Ah bah oui, Bénin Tracteur nous attend sur la voie de Ouida, sur un vaste domaine. On n'en fout rien, on n'en fait rien. Ça, c'est... Merci, monsieur. La mécanisation, vous avez vu ce que ça a donné dans ce pays, c'est un dossier. Non, mais c'est une piste arbitraire. Je pourrais qu'on s'en sorte un jour. On ne va pas provoquer l'honorable Okunlola à l'époque. Non, écoutez, on n'est pas sur ce plateau pour provoquer quelqu'un, mais on est aussi sur ce tableau. Parce qu'on voit des mimos. Merci, monsieur Clément Cotin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Merci pour la disponibilité.